Victor Prudent Tokpanou, vous êtes cette fois mon invité pour me parler de vous. La sagesse nous enseigne que la prudence est mère de sûreté. Le politologue que vous êtes le confirme-t-il? Écoutez, si ça relève de la sagesse, je suis bien obligé de prendre acte. La sagesse étant entendue comme ce que nos aînés ont pensé, vécu, expérimenté sur des générations entières. Donc il est souvent très difficile pour un individu comme moi, modestement, de remettre en cause des formules de sagesse. Seriez-vous en train de me dire que vous êtes prudent? Il paraît que des fois, les prénoms prédestinent les individus. Dites-moi plus. Je ne sais pas, vous savez, au quotidien, pour ce qui concerne, parce que vous me dites les prénoms prédestinent, oui, mais... Je ne sais pas, je préfère que ce soit vous qui l'observiez ou les autres en fait. Vous savez, c'est toujours très difficile de parler de soi-même. Et là par contre, ce dont je suis sûr, c'est que l'humilité oblige au moins à ne pas faire beaucoup de loges de soi-même. Voilà. Vous êtes originaire d'Abomey-Calavi. Qu'est-ce qui vous rattache principalement, fondamentalement, en termes de souvenirs à cette terre? Ben écoutez, c'est la terre qui a vu naître mon aïeux, mon grand-père. Et donc, fondamentalement, tous les souvenirs d'enfance sont là-bas. Les visites au grand-père, parce que vous savez, moi, je suis plutôt né à Cotonou, et non pas à Calavi. Même si, historiquement, pour beaucoup, il n'existait pas Cotonou jusqu'à une date récente sous la colonisation, et que c'est Calavi qui venait jusqu'à Zobo en particulier. Donc pour les anciens de Calavi, Cotonou était un territoire de Calavi. Je ne vais pas rentrer dans cette guerre aujourd'hui qui n'a absolument pas de sens, sauf pour certains et pour cause. Mais sinon, c'est vrai, moi je suis né dans le territoire administrativement dénommé Cotonou, et donc mes retours à Calavi étaient beaucoup plus des retours de week-end, de congés, où on nous emmenait chez nos grands-parents, et donc j'ai tous ces souvenirs-là. Oui, de tous ces week-ends, y en a-t-il eu un de particulier, certainement? Et quel est le souvenir qui vous vient là à l'esprit, qui était plutôt assez marquant? Non, je vais dire c'était plutôt traditionnel, plutôt. Vous y alliez pour jouer au foot? On y allait souvent pour aller au champ, parce que notre grand-père avait son champ. Il était, en plus de sa fonction d'officier de police, il était admiratif des travaux champêtres, et donc chaque fois que vous alliez chez lui, la première des choses c'était d'aller dans le champ, et à ce moment-là, c'était tout ce qui va avec, c'est-à-dire les tentations de cueillir des fruits qui forcément peut-être n'étaient pas mûrs, et donc il y avait ce contrôle de grand-papa qui était là, qui disait celui-là il n'est pas mûr, je ne veux même pas qu'on y touche, etc. En fait, on y allait davantage pour ça. Est-ce qu'il vous a appris aussi à tenir la houe? Non, j'avoue sincèrement que non. Vous ne l'avez dit jamais alors? Mais par contre, je l'ai appris beaucoup plus tard, dans les premières années de la Révolution, où il y avait cette obligation de travaux champêtres, les travaux des mercredis après-midi, que tout le monde était obligé de faire. Et bon, cela vous a-t-il laissé un goût amer, ou vous l'avez plutôt bien vécu? Non, plutôt bien vécu. Vous savez, c'était une question de génération. Au début, tout le monde croyait en la Révolution. Et donc, on l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme. Je n'en veux pour preuve que les chansons révolutionnaires de l'époque. Vous les gardez encore en mémoire? Oh, certaines. Certaines, mais pas toutes. Le temps aurait-il fait de vous un homme nouveau? Ils sont nombreux parmi vos étudiants à s'étonner de votre virée en politique, de politologue que vous êtes, être conseiller, ministre et peut-être bientôt président. Est-ce de vieux rêves que vous caressiez? Non, j'avoue que tout est allé vite. Vous savez, jusqu'en 2006, et particulièrement sous les 2 mandats du président Kérékou, j'avais une vision
plutôt négative de la politique, je le confesse. Donc, pour rien au monde, je ne me serais jamais vu offrir un poste à connotation, à coloration politique. Au contraire, je disais c'était un milieu tellement pourri, tellement, entre guillemets, pour prendre une expression de jeune très moche, et que je n'avais rien à y faire. Voilà. Donc, je l'avais pensé sincèrement. Et je me suis même comporté comme tel, puisque j'avais refusé certaines propositions qui me rapprochaient davantage du milieu politique. Mais avec le temps, je vais dire, le tournant a été celui de 2006 en fait, où j'ai eu brusquement un changement de prisme d'analyse. Donc, alors que je disais jamais de politique parce qu'ils y sont tous pourris et tout, parce que moi je me suis découvert à dire, ben écoutez, c'est précisément à force d'y laisser des gens pourris que le milieu est pourri. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Le déclic, c'était ma rencontre avec Madame Célestine Zanon. Probablement que sans elle, je n'aurais pas franchi le pas. Parce que jusqu'à la rencontre que j'ai eue avec elle, j'étais toujours dans le prisme de tous pourris, c'est pas la peine d'aller là-bas, vous n'allez jamais vous en sortir. Et donc, j'ai commencé par me dire, ben, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle abordait des thèmes qui me semblaient tout à fait pertinents, et notamment la fameuse formule de l'inversion des valeurs qui m'avait beaucoup charmé à l'époque. Et je me suis brusquement convaincu de ce que, en n'y allant pas, on n'avait quasiment aucune chance de changer ces choses. Donc, le tout n'est pas de jeter l'opprobre aux autres en disant qu'ils sont tous pourris. Le plus important, c'est encore d'y aller et d'apporter la preuve qu'on peut y être sans être pourri. C'était ça le défi que je me suis brusquement découvert et je me suis dit, il vaut mieux essayer ça. Donc tout mon comportement, toute mon attitude consiste pour l'essentiel à montrer qu'il est possible d'être dans ce milieu tout en n'étant pas pourri. Voilà. C'est en un mot, si j'allais dire ma formule politique, c'est celle-là. Votre expérience de ministre n'a rien changé à vos idéaux? Non, pas vraiment, parce que je reste convaincu d'ailleurs après la pratique que c'est possible. Et que ne pas y tenter, ne pas le tenter, c'est plutôt coupable. Pour contenter votre cœur, que faut-il vous offrir? Un bon repas, un objet de valeur, un livre? Un bon repas d'abord, un livre ensuite. Un objet de valeur, j'y pense pas. Et qu'est-ce que vous aimez manger? Ça, vous voulez rien savoir. J'adore la pâte et le gombo. La pâte quand et il le est gombo. bien fait à l'huile rouge avec beaucoup de viande. J'adore ça comme ça. Vous préférez la viande au poisson? Oui. Malheureusement, avec l'âge qui avance, il va bien falloir s'en méfier. Sinon, je préférerais. Seriez-vous vous-même capable de faire ce repas? Je l'ai fait pendant tout le temps. Vous savez, j'ai connu une vie des jeunes élèves et étudiants, je dirais pas à sa merci, mais enfin très vite autonome, qui m'a permis de savoir que j'avais moi-même à faire ma cuisine. Il n'y avait personne d'autre pour le faire. Et donc, je me suis exercé. Je ne sais pas si je suis devenu un bon cuisinier, mais enfin, je fais ce que je peux manger. Et vous l'appréciez? Si vous n'appréciez pas ce que vous faites vous-même, vous ne trouverez personne pour l'apprécier pour vous. Le 6 avril prochain, si vous étiez élu président, quelle folie pensez-vous pouvoir vous permettre pour festoyer? Ah, pour festoyer? Pour festoyer. Vous savez, malheureusement, je ne suis pas de nature festoyeuse. Mais la façon la plus usuelle que j'ai d'exprimer mon bonheur, les instants de plaisir, c'est encore les larmes. Je les coule très facilement quand je suis heureux. Donc en dehors de ça, vous savez, j'ai une vie très casanière, très rangée. Et donc,
Si j'étais élu, c'est sûr que je vais couler les larmes, mais juste après. Vous n'allez pas le faire maintenant? Non, 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 pas maintenant, puisque je n'ai pas encore gagné. Mais par contre, si c'était un acte à poser, ça je peux vous le dire. Ce serait quoi? Ah, ça serait l'abrogation de la peine de mort. Si je suis élu et que je suis investi le 6, le 7, j'abroge la peine de mort chez moi. Pour moi, c'est une conviction viscérale. En français, dans un langage familier, pour vous souhaiter bonne chance, on vous dirait merde. Bien sûr. Dans votre langue maternelle, que dois-je dire? Disons plutôt Tagnou. Tagnou. C'est bien qu'il en soit ainsi. Prudent Victor Tokbanou, merci de m'avoir parlé de vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir posé ces questions. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment loquace. J'espère en tout cas que les téléspectateurs vous auront mieux connu. Très bien. Merci. C'est moi.